Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Disney Talk RH, l'émission dans laquelle on va débattre des sujets d'actualité liés aux ressources humaines. Le sujet du jour est la pénurie de main-d'œuvre dans les métiers du tourisme. Malgré la reprise économique et un taux de chômage qui est revenu au deuxième trimestre à 8%, soit le niveau de fin 2019 avant la crise sanitaire, il y a plusieurs indicateurs qui montrent concrètement qu'il y a une importante pénurie de main-d'œuvre dans les métiers du tourisme. Alors, comment faire face à cette pénurie et quelles sont les solutions à adopter? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités. Philippe Lefebvre, journaliste chez France Inter, spécialiste dans le domaine du tourisme. François Fassier, vice-président de la division Parc de loisirs au sein de la Compagnie des Alpes. Et Guillaume Dacuna, vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. Merci d'être ici. Philippe, première question. Comment s'en sort le secteur du tourisme dans son ensemble? On revient de loin, on revient d'une année et demie noire. Et là, cet été, on a senti quand même un retour des touristes. Alors, il est encore trop tôt pour avoir des chiffres précis, mais il y a des indicateurs qui ne trompent pas. On a vu que des compagnies aériennes avaient des avions qui étaient totalement pleins sur certaines destinations européennes. On a vu que les gens revenaient dans les parcs d'attractions. On a vu aussi qu'il y avait une forte demande sur la France. Alors, pour le moment, ce sont des indicateurs. On va voir si, quand tout cela sera consolidé. Mais je pense qu'on revient, les touristes reviennent. Il y avait un manque, il y avait un vrai manque. Et cette année, le fait d'avoir le vaccin, d'avoir finalement banalisé les gestes barrières, ça fait que les touristes reviennent un peu partout. François, vous êtes vice-président de la division Parc de loisirs au sein de la Compagnie des Alpes. Rappelons-le, la Compagnie des Alpes, 10 domaines skiables, 13 parcs de loisirs, parmi lesquels on connaît très bien les parcs Astérix et le Futuroscope, et près de 5000 collaborateurs. Comment avez-vous été impacté par la baisse de fréquentation dans le domaine du tourisme qui a touché plus particulièrement les parcs de loisirs? Je dirais, comme tous les acteurs du tourisme, nous avons d'abord été fermés. Donc, durant ces fermetures, il a fallu gérer la situation. Et on peut dire que depuis que les parcs ont réouvert, surtout d'ailleurs en 2021, cet été, nous avons vécu un été qui est assez comparable à 2019. Donc plutôt un effet, je pense, lié à un effet de rattrapage, lié aussi à notre capacité à rassurer nos consommateurs. Donc plutôt satisfait de cette saison d'été, qui ne rattrapera pas, bien entendu, tout ce que nous avons perdu au préalable, et plutôt rassuré quant aux perspectives à court terme. Guillaume, et côté Disneyland Paris, comment ça s'est passé? Je rejoins François. Les guests, les visiteurs et nos cast members aussi ont été au rendez-vous tout au long de la période de cet été. Philippe, est-ce qu'on peut parler de reprise nette de l'activité touristique au vu de cette amélioration? Pas encore, parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et je pense que dans les parcs, ça vous le vivez au quotidien. Ce qui manque, c'est la clientèle étrangère, la clientèle internationale, la clientèle à forte contribution. Alors les Américains, on en a vu un petit peu revenir cet été à Paris et probablement ici à Disneyland Paris. Mais on n'a pas encore la clientèle asiatique. Quand on sait qu'aujourd'hui, 45% de la nouvelle clientèle touristique, c'est les pays émergents, les pays émergents, c'est ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie. Donc ces gens-là, on ne les reverra pas avant plusieurs années, malheureusement. Mais je pense que pour ce qui est des clientèles habituelles, clientèle du Golfe, clientèle chinoise, clientèle américaine, ça va revenir tout doucement, mais ça va revenir. Vous êtes d'accord, François, avec cette analyse? Tout à fait. Alors la spécificité de nos sites, ce sont des sites qui touche plutôt un public de proximité. Le public international représente moins de 10% de notre fréquentation, donc nous avons moins souffert dans nos sites de cette absence, mais on la constate en effet, puisque nous n'avons pratiquement pas accueilli de visiteurs venant des Émirats, alors que précédemment nous en accueillions. La même chose au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine, de façon identique. Mais, encore une fois, 90% de notre fréquentation, elle est locale. Et côté Disneyland Paris, est-ce que la fréquentation des visiteurs a été plus importante cet été? Alors, elle a été au maximum de la jauge sanitaire, très française. On a eu quelques retours aussi d'Européens, notamment la Belgique ou les pays limitrophes comme le Luxembourg ou les Pays-Bas. Tant qu'on aura aussi quelques contraintes liées au déplacement donc, des personnes étrangères, on aura donc quelques difficultés. Ça prendra quelques mois pour résorber donc, le retard qu'on a aujourd'hui. Alors, le thème du jour est la pénurie de main-d'œuvre dans les métiers du tourisme. Est-ce que cette pénurie de main-d'œuvre, Philippe, on la retrouve dans tous les secteurs du tourisme?
Non, c'est pas aussi simple que ça. En fait, je pense qu'il y a plusieurs cas. Effectivement, la petite brasserie au fin fond de la Corrèze, ou même peut-être sur le littoral méditerranéen, qui a du mal à recruter, ça c'est clair, c'est vrai. En revanche, les entreprises du tourisme qui ont une image forte n'ont pas véritablement de problème pour recruter. Je prends l'exemple d'une chaîne d'hôtels 5 étoiles à Paris qui a recruté ses collaborateurs sans aucun problème. Zéro problème. Pourquoi? Parce que l'entreprise a une image forte, elle a une image jeune, elle a une image sympa. Le personnel est plutôt en basket, en jean, en polo, chic, mais décontracté. Et les jeunes ont envie de venir dans ce genre d'entreprise. Il faudrait peut-être aussi se rappeler quel est l'ADN du métier, c'est de transmettre. Et il faut former les gens. Ah, effectivement, vous allez avoir un jeune qui va arriver, qui ne sera peut-être pas capable de prendre une commande du premier coup, qui ne sera peut-être pas capable de tenir un plateau du premier coup, qui ne sera peut-être pas capable de nettoyer une chambre du premier coup. Mais ça s'apprend. Et je pense que les gens qui se plaignent aujourd'hui en disant « je ne recrute pas », il faut qu'ils fassent un effort pour former les gens, pour dire « je prends des gens pas formés, mais j'investis, je prends le risque de prendre des gens moins formés, mais qui resteront chez moi et qui, et quelque part, ils pourront fidéliser leur personnel ». Justement, vous parlez de fidélisation. François, vous avez du mal à recruter et à fidéliser? La réponse est oui et non. Cette année est une année assez atypique. Alors je partage complètement le point évoqué par Philippe. Cette année est une année atypique dans le sens où nous sommes d'abord une activité avant tout saisonnière. Hein. Nos parcs restent fermés entre 3 et 4 mois tous les ans, ce qui veut dire qu'on s'appuie énormément sur un personnel que nous recrutons pour la saison ou pour les saisons. Et cette année, nous avons fait face à un recrutement très tardif, puisqu'on manquait quand même un petit peu de visibilité sur les dates d'ouverture, ce qui fait qu'une partie de nos potentiels saisonniers, de fait, ont recherché d'autres typologies d'emplois et en ont trouvé, et tant mieux pour eux. Ce qui fait qu'on a été un petit peu dans une course au recrutement. Tous les métiers ne sont pas concernés. Les métiers qui sont les plus en tension, en tout cas dans nos parcs, sont les métiers de la restauration et les métiers techniques. Mais je rejoins complètement le point de Philippe, c'est-à-dire que nous devons recruter et amener des salariés à l'emploi et les former. Si nous ne sommes pas en mesure de faire cela, nos secteurs manqueront d'attractivité. Et Guillaume, côté Disneyland Paris, avez-vous des difficultés à recruter dans le domaine de la restauration notamment? Alors aujourd'hui, non. On a ouvert donc, des centaines d'opportunités depuis le début du mois d'août. À ce stade, et quand je dis centaines, ça touche à tous les secteurs, hôtellerie, restauration, aussi les attractions et les métiers du service et d'accueil. Et à ce stade, sur ces centaines d'opportunités, on a déjà couvert près de la moitié de notre besoin en quelques semaines, que ce soit du CDI temps plein, du CDI temps partiel ou du CDD. Donc on a plusieurs formats et à ce stade, nous ne rencontrons pas de difficultés et nous avons encore des centaines de CV à éplucher et à continuer à analyser pour pouvoir convertir ces candidats en futurs cast members. Et donc, comme dit Philippe, effectivement, c'est la puissance de la marque. Je pense que ça joue sur 3 dimensions, en tout cas si je regarde côté Disney. On a une dimension qui est liée au produit. Je pense que l'expérience et le produit qu'on a est très captivant et est capable de créer cette attractivité, cette envie de participer au voyage de Disney. On a un deuxième axe qui est fort, c'est la façon dont on positionne le client, le visiteur, le consommateur et la façon dont on essaye d'aider à la réussite de ce parcours. Et je pense que ça plaît aussi beaucoup à nos jeunes candidats ou moins jeunes candidats, de savoir comment on positionne le consommateur, le visiteur. Et le troisième attrait, je pense, dimension, c'est la place qu'on donne aux cast members et l'expérience qu'on veut offrir à nos propres cast members. Vous êtes d'accord, Philippe? Ah, complètement, et je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment fondamentalement changé, c'est la façon de l'échange. Avant, le futur salarié devait avoir le meilleur CV du monde, il devait savoir se vendre. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit savoir se vendre. C'est l'entreprise qui doit montrer que c'est génial d'aller travailler chez elle et pas chez les concurrents. Et ça change tout. Parce qu'effectivement, on se retrouve peut-être, et ça je pense que Guillaume pourrait nous le confirmer, on est dans une approche plus anglo-saxonne maintenant du recrutement. C'est plus forcément la personne qui a le meilleur CV bardé de diplômes qui va être la plus intéressante, mais quelqu'un qui aura du potentiel pour travailler dans une entreprise qui lui apportera peut-être plus qu'un emploi. Vous recherchez aussi du potentiel? Il faut donner envie. Il faut donner envie, mais dans un marché en effet de tension, il faut générer la préférence. En effet, le marché est ouvert, nos salariés ont la possibilité d'aller travailler dans différents secteurs, dans différentes entreprises. Il faut qu'ils aient envie de travailler chez nous. Et ce n'est pas qu'une question de rémunération, c'est une question d'ambiance de travail, de qualité du management, de formation. Voilà, c'est un tout.
Bien sûr. Et la revalorisation des salaires en tout ça, est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie pour mieux recruter? Alors, je ne pense pas que ça soit l'élément primordial. Il faut en tout cas, que l'offre soit suffisamment attractive pour créer le bon équilibre. Mais je pense que ça ne tient pas qu'un salaire, Elisabetta. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière. Si j'essaye aussi d'illustrer notre approche, il y a un salaire qu'on veut au-dessus du SMIC, mais il y a d'autres composantes de rémunération directe ou indirecte qui circulent autour donc, du salarié. Ça peut être des programmes de reconnaissance, ça peut être aussi des programmes qui permettent de vivre la marque Disney, ça peut être aussi des composantes liées au nombre de jours de congé, les heures et l'argent qu'on investit dans la formation et le développement. Donc c'est tout un ensemble qui rend attractif et qui fidélise et qui attire aussi donc, nos salariés. François, vous connaissez très bien Disneyland Paris. Selon vous, quelles sont les différences ou les similitudes entre les pratiques de Disneyland Paris et celles de la Compagnie des Alpes? La taille de ces entreprises. On a tendance à dire, quand on travaille à la Compagnie des Alpes, que Disneyland Paris, c'est une échelle de 10. Donc ça démontre un peu le rapport entre les deux entreprises. Après, je crois que la finalité que nous avons et celle de nos collaborateurs sont assez identiques. C'est d'abord d'enchanter nos visiteurs. Je pense que nous sommes là pour essayer de veiller à ce que nos visiteurs passent la meilleure journée possible au sein de nos établissements. Ça tourne autour de la sécurité. Nous avons comme objectif et comme obligation de faire en sorte que nos salariés ressortent dans un meilleur état que lorsqu'ils sont rentrés dans le parc, et la même chose pour nos salariés et nos visiteurs. Ce goût et cette envie de faire plaisir, je crois, est partagé par l'ensemble de nos collaborateurs. Et puis Disneyland Paris, je dirais, a fixé, enfin Disney en général, a fixé aussi un peu un cap pour l'ensemble de ces entreprises, parce qu'il y a une notion d'excellence qui, quelque part, a fait grandir l'ensemble des acteurs. Justement, Philippe, vous connaissez très bien cette notion d'excellence pour suivre Disneyland Paris depuis très longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion d'excellence? Alors ça nous a beaucoup étonné quand il y a presque 30 ans, quand toute cette aventure a démarré, parce que ça nous paraissait très, très bizarre à nous Français de dire oh là là, mais ils se regardent ce détail, on a même des cadres qui ramassent un papier, alors que quand même on peut dire que un vice-président ou un DRH ne ramasse pas forcément un papier dans les Alpes. Maintenant ça nous paraît banal, et ce qui est étonnant, c'est que Disneyland a fait école. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une sorte de disneyisation dans les pratiques touristiques. Et ce n'est pas un gros mot, de la disneyisation, c'est la quête de l'excellence, c'est la quête de l'originalité. Avant, vous alliez visiter un musée, vous aviez, c'était presque des sketchs des années 60, vous aviez quelqu'un avec un costume, parfois un chapeau, et qui vous disait... Non, maintenant vous avez quelqu'un qui aura peut-être un costume, qui va vous parler différemment de la chose, qui ne va plus vous faire visiter un musée, mais qui va vous faire vivre une expérience. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire des interviews avec des jeunes saisonniers qui me disaient « mais on ne croyait pas que c'était comme ça ». Et ils ont découvert un autre univers, et ce qu'ils ont découvert là, ils vont le transposer ailleurs, et c'est peut-être ça aussi la force des parcs, c'est de pouvoir exporter ce savoir-faire. Vous êtes d'accord, Guillaume? Complètement. J'aime beaucoup écouter Philippe parler de notre destination, mais je pense par influence, et la compétition est très saine, je pense qu'aujourd'hui c'est tous les parcs internationaux, tous les parcs de loisirs qui tendent vers cette notion d'expérience. Et je pense que c'est l'élément différenciant sur lequel on œuvre tous collectivement, et je suis vraiment parfaitement aligné à ce que dit Philippe. Mais c'est vrai que c'est vrai pour beaucoup de parcs. Si on prend les parcs de la Compagnie des Alpes, il y a aussi une expérience, il y a aussi quelque chose. Si on prend le Futuroscope, c'est une véritable expérience. Il y a quelque chose. C'est vrai. On est dans un autre univers. On passe, je suis sûr, de l'autre côté, alors non pas du miroir, mais de l'ordinateur. Et c'est vraiment... alors, vos collaborateurs, on ne va pas parler de cast members, mais sont aussi dans cette quête des passeurs aussi de connaissances. Et puis, vous les formez également. La formation est un élément clé. Surtout, encore une fois, lorsque l'on renouvelle entre 40 à 60% de nos effectifs tous les ans. Donc, il y a construire un socle qui nous permette, encore une fois, d'accueillir nos visiteurs
de la plus belle façon qu'il soit. Nous racontons, nous aussi, des histoires qui ne sont pas les mêmes que celles que vous racontez ici à Disneyland Paris. Mais oui, nous consacrons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à la formation de nos collaborateurs. Et ce sont des processus qui sont permanents et qui touchent les permanents et les saisonniers. Quelle est la stratégie que vous adoptez, par contre, pour attirer davantage des visiteurs? Alors elle est simple, elle s'appuie principalement sur la satisfaction de nos visiteurs. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, on passe tout au filtre de la satisfaction visiteur. Est-ce que cet investissement va générer de la satisfaction? Est-ce que cette interaction va générer de la satisfaction? Donc on renforce. Le bouche à oreille est un élément clé dans nos métiers. L'envie de revenir est un élément clé. Nous sommes une activité où pratiquement 60 à 70% de nos visiteurs sont des revisiteurs. Donc il faut leur donner envie de revenir. Donc pour cela, il faut qu'ils passent une belle journée. Et puis il faut qu'à des temps donnés, on soit capable de leur proposer de la nouveauté. Donc ce sont des programmes d'investissement significatifs. Tous les ans, nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau sur nos sites et donner envie de revenir. Et ça passe pas forcément par nos machines, puisque une attraction à Disney, une attraction à Astérix, ça reste une attraction, même si elle ne raconte pas la même histoire. Sûr. Ensuite, ça sera sur la capacité de nos salariés à interagir avec nos visiteurs. Et côté investissement, justement, est-ce qu'il y a des investissements prévus dans les prochains mois? Plein. Non, on a maintenu en effet le cap malgré la crise. Vous savez, on s'est tourné vers le développement de l'hébergement, qui est pour nous un élément stratégique. Donc nous continuons cette action sur le Futuroscope, nous allons l'accentuer sur le parc Astérix et nous avons en effet de grosses attractions et de gros spectacles qui vont arriver sur pratiquement l'ensemble de nos sites. Ouais. Vous nous en direz plus peut-être dans une prochaine émission. Nous allons, je peux vous en donner quelques bribes. Futuroscope va inaugurer une très belle attraction en avril de l'année prochaine et le parc Astérix travaille sur une très très grosse nouveauté en 2023. Merci François de nous avoir donné ces nouveautés. Côté Disneyland Paris, alors, il y a plusieurs nouveautés prévues dans les prochains mois. Alors, on a une année 2022 qui s'annonce exceptionnelle à très court terme et on vient de lancer juste tout récemment, il y a une dizaine de jours, le compte à rebours du 30e anniversaire. Donc, on a révélé notre nouveau logo du 30e qui est magnifique. Donc ça, c'est un élément crucial dans nos stratégies de l'année prochaine. On a aussi l'Avenger Campus, qui est donc le premier pilier de l'expansion de la destination de Disneyland Paris. On est en clôture de cette émission. Dernière question pour vous, Philippe. Avons-nous des raisons d'être optimistes avec la reprise de l'activité touristique ? Très clairement, oui. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, mais a priori, quand même, on a de bonnes raisons de penser que le pire est derrière nous maintenant. Mais il va falloir tenir compte de tout ce qui s'est passé. Il va falloir tenir compte, on en a parlé ce matin, de l'emploi, de la façon de recruter des collaborateurs. Il va falloir tenir compte aussi des nouvelles attentes des touristes. Ils continuent à dépenser, ils dépensent même beaucoup plus. Les touristes étrangers qui étaient à Paris cette année ont dépensé 70% de plus qu'en 2019. C'est vous dire à quel point il y a une volonté de faire les choses. Il va falloir aussi penser à l'environnement. Ça va devenir récurrent. On ira dans les endroits parce qu'on aura l'information comme quoi on est peut-être plus durable, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des collaborateurs, plus respectueux des populations locales. Ça, c'est une des dominantes. Et puis, il y a aussi une autre dominante qui va être une dominante d'image. On a vu que pendant la crise, certains, en termes de communication par exemple, s'étaient un peu refermés sur eux-mêmes en disant on met la poussière sous le tapis, on attend que ça passe et quand les conditions seront meilleures, on refera parler de nous. Ça, c'est une erreur fondamentale. Je crois qu'aujourd'hui, cette crise a rapproché les gens, donc il faut vraiment qu'on soit les uns en contact avec les autres en permanence. On est maintenant sur la bonne voie. Reste à savoir quand pourront revenir les touristes des pays émergents, parce que ça sera vraiment déterminant pour la suite. François, un dernier mot ? Nous sommes optimistes. D'abord, l'optimisme vient de nous, aussi notre capacité à embarquer tout un chacun. Je suis complètement aligné sur la notion de RSE. Ça va faire partie demain des éléments de différenciation. Et comme tout un chacun, et on le voit d'ailleurs avec les générations qui arrivent sur le marché, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit sur le marché du loisir, il y a une sensibilité accrue à ces sujets. Il va falloir que notre secteur d'activité renforce ses positions sur ces domaines en général. Donc oui, particulièrement optimiste, parce que nous ne pouvons pas imaginer nous réembarquer encore une année dans une crise de cette nature. Absolument pas. Guillaume, dernier mot ?
Je partage également l'optimisme général. On l'a vu, nos visiteurs ont été au rendez-vous cet été. On sait qu'ils sont nombreux à taper à la porte pour nous rejoindre sur les prochains mois, visiter la destination. La feuille de route 2022 est assez exceptionnelle pour Disneyland Paris, donc on a toutes les bonnes raisons d'être optimistes. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Continuez à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans les réseaux sociaux en attendant une nouvelle émission de Disney Talk RH.